Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Au coin du feu où j'ai le plaisir d'accueillir Jen. Jen qui va vous partager ce soir les 4 clés pour trouver votre raison d'être. Et Jen, je t'en prie, je te laisse te présenter. Eh ben, merci beaucoup Damien. Donc moi je m'appelle Jen, j'ai 42 ans, j'habite à Nantes, West Coast Represent. Et, Ça. euh, et du coup, donc moi j'ai eu plusieurs vies, on va dire. J'ai été responsable marketing pendant 10-15 ans. J'ai été chef d'entreprise aussi. Et puis il y a quelques années, j'ai complètement changé de vie. En fait, il n'y a pas vraiment de mots pour définir mon métier, donc je suis guide de mission de vie, on va dire. C'est comme ça que je le définis le mieux. En tout cas, j'accompagne les personnes à connaître et réaliser leur mission de vie. Et donc, je le fais par le biais notamment d'un bilan de compétences dans lequel je mets des outils à la fois pragmatiques parce que ça fait partie de mon ancienne vie aussi de chef d'entreprise, responsable marketing. Donc, j'ai un côté pragmatique, mais j'ai aussi un côté assez connecté et du coup, je mets aussi de l'astrologie, de la numérologie, de l'ikigai, du tarot dans mes bilans de compétences pour, voir un peu ce que votre âme dit, de ce qu'elle a envie de faire, dans cette vie-là. Donc voilà. Bon, finalement, un accompagnement assez complet. Bah, écoute, ouais, on De ce essaye. côté-là. Alors après, quand même très orienté professionnel, mais où quand même les différentes parts de vie sont prises en compte aussi. Parce que, bah, tu vois, suivant le métier que tu veux faire, suivant les modalités de vie que tu vas avoir, évidemment, il faut que ça prenne en compte, tout ce qui se passe autour de toi, les aspects financiers, les aspects géographiques, les aspects, amoureux, familiaux et tout ça. Donc ouais, C'est je important. mets quand même aussi ça en dans la balance, quoi. Ouais, super important, de toute façon. Mmh. Et Ça doit Damien, être pour un mes équilibre. abonnés, du coup, je veux bien aussi que tu te Je me présentes. présente aussi, oui. C'est vrai que je suis passé très rapidement sur ma présentation. C'est vrai qu'en général, il y a que ceux qui me connaissent qui viennent sur le live. Donc moi, je suis Damien Rouland, j'ai 48 ans. Je suis fondateur du réseau et de l'académie Trait d'Union. Le réseau d'entrepreneurs Trait d'Union, l'académie, c'est pour les accompagnements justement pour les entrepreneurs. Et j'ai un passé de militaire, de pompier volontaire, de plein de métiers. Moi, je suis un expérimentateur. J'aime vraiment tester des choses, découvrir. Ça me va pas, je m'en vais, je fais autre chose. Et puis voilà. J'ai un côté thérapeute aussi. J'ai testé vraiment pas mal de choses. Voilà, Très tout 5, hein, c'est simplement. ce que je te disais, la première fois qu'on s'est parlé, quand tu me racontais ta vie, je t'ai dit: «Toi, en numérologie, je pense que tu as beaucoup de 5». Tu Oui, vois, les gens qui ont toujours oui, oui. besoin de bosser en mode projet, qu'il y ait des changements dans leur vie, de changer de lieu géographiquement, de voyager, très 5 tout ça. Ça, c'est vrai que depuis 5 ans, je voyage énormément. Mmh. Donc pour l'instant, en Vendée, jusqu'à fin juillet, et après, on verra. West Coast aussi alors pour le moment. C'est ça. OK. Bon, je démarre du coup? Bah écoute, je t'en prie, vas-y. Allez. Donc aujourd'hui, on va parler des 4 piliers, les 4 clés en fait pour pouvoir trouver votre raison d'être. Déjà, il faut savoir que 85% des personnes dans le monde se disent insatisfaites de leur travail et on est à carrément 39% de personnes qui ont envie de tout plaquer, de changer de vie. Alors, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà rêvé de tout envoyer valser, de tout quitter pour recommencer ailleurs, pour recommencer autrement. Bon, en tout cas, c'est les personnes que j'accompagne, parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est fini en fait de rester toute sa vie dans le même boulot, qu'on est plutôt à être dans la vie, c'est du mouvement et en fait, il faut aussi soit aller vers du mouvement, surtout que quand on choisit un métier, quand on est tout jeune, ben c'est pas forcément celui qu'on va avoir quand on va avoir 20 ans de plus et qu'on va plus du tout avoir les mêmes aspirations, les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc en tout cas, si c'est votre cas, rassurez-vous, du coup, vous êtes quand même très très loin d'être seul. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie qu'on se pose une question essentielle, c'est est-ce qu'on peut vraiment être heureux sans travailler, sans avoir d'activité professionnelle? Et là, je vais vous demander d'imaginer une vie qui serait sans contrainte professionnelle, qui serait sans obligation. Et franchement, au début, je pense que pendant quelques mois, ça semble vraiment quelque chose qui est idéal. Mais pour ceux qui ont connu des périodes prolongées de chômage ou des longs arrêts maladie, par exemple, bah, ces personnes-là, je pense que vous savez que au bout d'un moment, en fait, on finit par se sentir un peu nul, un peu inutile et que le moral, finalement, il n'est pas au beau fixe. Et ça, c'est parce que, en fait, le cerveau humain, il a vraiment besoin d'un objectif
pour se sentir bien. Quand on n'a pas d'objectif, le cerveau, il part dans tous les sens et là, en fait, ça devient hyper inconfortable. C'est comme si, en fait, on était en plein milieu d'un océan et qu'on n'avait pas de boussole. Donc, si vous vous rappelez justement de moments dans votre vie où vous n'aviez pas de projet, est-ce que très sincèrement, très honnêtement, c'est des moments de votre vie où vous vous êtes senti heureux? Alors qu'à l'inverse, quand on a un vrai alignement entre à la fois nos compétences, nos valeurs, nos aspirations, nos envies, nos besoins, et ben là, ça a un vrai impact positif sur notre bien-être. Il y a des études qui ont montré que cet alignement, il pourrait même permettre de réduire le stress, d'améliorer la motivation, d'augmenter la satisfaction personnelle et même carrément, ça augmente l'espérance de vie. Alors, je vais pas aller vous dire que le travail, c'est la santé, parce que le travail, c'est aussi les maladies professionnelles, c'est aussi le stress chronique, c'est aussi le burn-out. Donc, ok, je vais pas dire le travail, c'est la santé, mais quand on se dit que on passe en moyenne 7 heures par jour au travail, que c'est 5 jours sur 7 et que c'est pendant 43 années de notre vie, bah, ça veut dire que ça représente 70 000 heures de notre vie qui sont consacrées au travail. Donc, franchement, autant que ce soit épanouissant. Et moi, je me dis qu'en fait, il est tout à fait possible de mettre le travail à sa juste place et d'en faire quelque chose de vraiment chouette, dans lequel on se sent utile et dans lequel on se sente valorisé. Et ça, c'est quelque chose que les habitants de l'île d'Okinawa ont complètement compris. Donc Okinawa, hein, c'est une île dans laquelle on trouve la plus grande concentration de centenaires en bonne santé. Et du coup, bah, forcément, en fait, en voyant, un peu cette île, où il se passait des choses qui se passent un petit peu nulle part ailleurs, il y a des chercheurs, en fait, qui sont allés, faire des études, en fait, sur, pourquoi, en fait, ces habitants d'Okinawa, vivaient vieux et en bonne santé. Et en fait, les études ont montré que c'était dû à plusieurs facteurs, alors dont l'alimentation, dont, l'activité physique douce, mais aussi l'ikigai. L'ikigai, en fait, en japonais, ça signifie joie de vivre et ça signifie raison d'être. Et du coup, en fait, même à un âge avancé, les Okinawa, ils restent actifs et ils restent impliqués dans leur communauté, mais ils le font vraiment par envie, en fait, parce qu'ils ont trouvé ce qui faisait vibrer leur cœur. Donc, dans cette conférence atelier, on va voir déjà, c'est quoi les signes qui montrent qu'il est temps de faire des changements dans votre vie pro? C'est aussi, on va voir comment mieux se connaître pour savoir vers où aller. On va aussi voir comment est-ce qu'on peut connaître justement son ikigai, sa raison d'être. Et enfin, une fois qu'on connaît sa raison d'être, ben, on va voir comment oser se lancer, parce que c'est quand même aussi hyper important. Donc, avant de commencer, je vais me présenter un petit peu plus que ce que j'ai fait là et en raccrochant un peu mon histoire à pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, moi, j'ai vécu une vie qui était hyper classique jusqu'à il y a quelques années. J'ai fait une école de commerce, j'ai été cadre dans le marketing, ensuite j'ai été chef d'entreprise. Et donc voilà, à cette période-là, je sortais beaucoup, j'étais très active, même on peut dire hyper active. Et puis j'ai eu une première alerte en 2016-2017. J'étais salariée en fait dans une entreprise dans laquelle je travaillais beaucoup trop et sans être alignée ni avec les valeurs de l'entreprise ni avec leur façon de travailler. Et du coup, bah, ça s'est fini en burn-out. Donc là, j'ai fait un premier gros changement de vie. J'ai déménagé du Vaucluse jusqu'à Nantes et j'ai réalisé un de mes rêves qui était de créer mon entreprise. À la base, je voulais créer mon entreprise pour pouvoir avoir de la liberté. En fait, il s'est passé tout le contraire. Donc, au début, tout se passait très bien. Et puis, au bout de à peine un an, en fait, le rêve que je pensais vivre, il a fini par se transformer en cauchemar. Et avec l'arrivée d'associés, moi, j'ai un peu perdu la main sur l'entreprise que je voulais créer. Et puis, en fait, je me suis retrouvée à gérer quelque chose qui me ressemblait plus, tout en passant mon temps à gérer beaucoup de problèmes parce que chef d'entreprise, c'est aussi beaucoup ça. Et donc, tout ça au lieu de faire ce pourquoi j'avais créé ma boîte, qui était d'accompagner des personnes. J'avais fait un exercice à l'époque où j'avais mesuré en temps en fait tout ce que je faisais dans ma semaine et ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ce pourquoi j'avais créé la boîte et ce que j'aimais faire, c'était accompagner des personnes et que ça ne me prenait que une demi-journée par semaine et qu'il y avait plein de choses qui me plaisaient pas du tout et qui me prenaient beaucoup trop de temps et qui étaient vraiment liées à la gestion de l'entreprise, au levée de fonds,
au management et qu'en fait, ça le faisait pas, quoi. Et donc là, après une période de travail qui a été hyper intense, où je bossais la journée, le soir, le week-end, sans avoir vraiment aucune vie à côté, je suis tombée gravement malade. Et là, en fait, la maladie s'accroche, dure des jours, des semaines, des mois. Et du coup, je cherche à comprendre pourquoi je suis tombée malade. Parce que en fait, quand la maladie, elle s'accroche, c'est qu'elle a des messages à faire passer. Et là, en fait, je découvre que quand on est touché au niveau des poumons, hein, comme c'était mon cas, c'est d'une part parce qu'on est entravé dans quelque chose qui nous ressemble pas, quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes et que, en fait, ça nous rend profondément triste. Et ça signifie aussi, quand ça atteint les poumons, qu'on se sent entravé dans son chemin de vie. Donc vous voyez un peu venir le truc là. Et du coup, à partir de là, en fait, j'ai commencé à prendre des décisions fortes et de nouveau à faire de gros changements de vie. Donc ça s'est étalé sur une certaine durée, hein, parce que quand on a une entreprise avec des salariés, c'est quand même pas évident de tout plaquer d'un coup. Mais voilà, j'ai quand même fini, par liquider mon entreprise et puis à revenir à mon rêve du début qui était, d'accompagner, des personnes à connaître et à réaliser leur mission de vie et à aller vers une vie qui les fasse vraiment vibrer. Et en fait, ce qui est bien, du coup, c'est qu'avec cette expérience de chef d'entreprise que j'ai eue avant, je peux quand même évaluer avec mes clientes si leur rêve, il est réalisable dans la vraie vie, si elles vont vraiment pouvoir gagner de l'argent grâce à leur mission de vie tout en réalisant leur rêve. Donc ce soir, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment un micro-bout de mon accompagnement. C'est quelques questions d'introspection pour savoir c'est quoi votre raison d'être et vous aider, du coup, à trouver votre vraie voie pour que ces 70 000 heures de travail, elles soient plus un chemin de croix, mais que ce soit vraiment une contribution à votre épanouissement. Donc déjà, je vais vous proposer de faire un premier petit exercice. Moi, en fait, quand j'étais dans mes anciennes vies pro, si je devais les décrire en quelques adjectifs, ça aurait été stressant, démotivant, aussi stimulant quand même parfois. Et du coup, je voudrais savoir si vous deviez utiliser quelques adjectifs ou quelques mots pour décrire votre activité professionnelle actuelle, votre vie professionnelle actuelle, ce serait quoi? On va leur laisser le temps de répondre un petit peu. Je voulais revenir en attendant, hein, pour leur laisser le temps de répondre sur ce que tu disais par rapport au burn-out et tout ça. Euh, et par rapport à l'oisiveté, tu sais, du début, là, quand on a parlé, le fait de rester Ouais. oisif et de ne pas travailler. Moi, je sais que personnellement, bon, tu l'as dit tout à l'heure, moi j'aime bien avoir plein de projets et tout ça, donc ce côté oisif, je ne pourrais pas. Mmh. Et sur le côté burn-out, j'avais vu quelque part, hein, qu'il y avait environ 34% de salariés en 2024 en situation de burn-out. Donc c'est Waouh! énorme. Et Ouais. souvent par un manque de sens. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tu le vois quand tu entrepreneur et que tu bosses pour toi, si tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est OK, en fait, d'avoir des grosses périodes, de coups de bourre où, tu vois, tu bosses, beaucoup aussi et tu vois pas trop le jour. Mais je pense que vraiment quand tu es dans une entreprise dans laquelle tu es en désaccord avec certaines choses, dans lesquelles tu pas de sens et que malgré tout tu bosses quand même aussi beaucoup comme ça, en fait, tu vois, tu es tiraillé entre 2 choses qui sont trop antinomiques et qui vont pas. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, ça craque. Mais le burn-out, c'est ouais, c'est un stress chronique en fait, qui vient au bout d'un moment faire complètement lâcher le système nerveux, quoi. Mhm. Et en effet, ça à cause d'un manque d'alignement et de trop de stress de faire des choses qu'on n'aime pas en fait, ou qu'on nous demande de faire, ou de faire des choses avec lesquelles on n'est pas aligné, un management avec lequel on n'est pas aligné. Donc ouais. Ah, je crois que manque de sens, c'était près de un salarié sur deux, 47%. Mmh. J'avais étudié ça en fait pour la masterclass que je fais et Ouais, vraiment c'est énorme, hein. énorme, c'est énorme. Mmh mh. Surtout, Ouais. enfin, ça a beaucoup augmenté évidemment depuis la crise d'il y a 5 ans. Alors Ouais, personne parce ne que nous répond pour l'instant, ils sont pas sages aujourd'hui, ou timide. ils sont timides. Allez-y, répondez à la question de Jen, s'il vous plaît. Quel est pour vous en ce moment quel mot vous mettriez sur votre activité professionnelle, hein, c'est ça? En Ouais, résumé. c'est ça, c'est si tu dois mettre un à 3 adjectifs pour décrire ta vie pro actuelle, ce serait quoi en fait? Est-ce que c'est liberté, alignement? Est-ce que c'est stress? Est-ce que c'est, pas de sens, démotivant? Enfin voilà, qu'est-ce que c'est?
Bon, je vais répondre pour moi en attendant, mais ils sont Vas-y. vraiment timides. Ah, pour moi, c'est liberté et alignement, pour le coup, ouais, clairement. Cool. En ce moment, c'est vraiment ça. Mmh. Ça n'a pas tout le temps été le cas, mais là, j'arrive vraiment là-dessus. Ouais. Bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, pour ma vie professionnelle actuelle, j'ai décrite aussi, dans un post là récemment. Je crois que liberté et alignement, c'était exactement les 2 mots que j'avais utilisés et j'avais aussi ajouté précarité parce que, quand on tu vois, moi, ça fait 6 mois que j'arrive à me payer, en fait. Quand tu montes une activité pro et d'autant plus en reconversion où, tu as le syndrome de l'imposteur qui revient un peu en disant: «Mais, j'ai pas fait ça pendant 10 ans de ma vie, donc est-ce que je vais y arriver?» Et donc voilà, il y a ce petit truc-là à améliorer, mais sinon, liberté et alignement, c'est vraiment ça et c'est ce que j'espérais dans mon ancienne boîte et puis, voilà, pour plein de raisons différentes et notamment, le fait de pas avoir fait le projet seul et de m'être mal associée, je pense. Tu vois, tu perds un peu parfois, ce que tu voulais au départ, quoi. Et puis moi qui voulais beaucoup de liberté, tu vois, en ayant des salariés, heu, je me suis un peu mise en tête qu'il fallait que je sois tout le temps là. Mais ça se trouve, c'était même pas le cas. C'était un peu moi qui m'étais mis des injonctions de, «J'ai des salariés, il faut que je sois tout le temps là». Donc du coup, Mm. moi qui voulais avoir de la liberté et bosser de où je voulais, c'était foutu parce que du coup, j'étais enfermée dans le bureau tout le temps, quoi. Mhm. Peur, liberté et alignement. Ça y est, Julie Peur nous a parce que c'est répondu. le Elle a démarrage ouvert le. peut-être alors? Julie, si tu veux nous répondre, c'est le démarrage, oui. Enfin, si, c'est le démarrage. Pour la connaître, c'est un peu ça. Mmh. Ouais, donc peur, ouais, normal. J'y vais, mais j'ai peur. Ensuite, Cédric nous dit liberté et croissance. Génial! Trop bien. Ah et je vois une petite photo de profil avec Franck Nicolas, c'est ça? C'est ça, c'était le week-end dernier. On s'est tous vus Ah, là-bas. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous répondre ou est-ce qu'on avance? Je vous laisse encore quelques secondes. Cédric, il a de beaux projets en plus. Alors, croissance, oui, je pense que ça va croître fortement là. ouais, c'est ce que je vous J'ai souhaite vu à passer tous, ses hein. projets à venir, là, ça va envoyer. Cool. Enfin, ça c'est ce que je vous souhaite à tous si c'est ce que vous souhaitez, hein, parce que parfois on a envie de rester dans quelque chose de plus petit et c'est OK aussi, Hum. hein. Faut que ça réponde Julie à nos nous a besoins. précisé pour la peur, du coup. C'est le coup du téléphone en plomb. Ça, j'ai connu ça. C'est-à-dire de pas réussir à prendre son téléphone pour, C'est contacter des ça, prospects ou des trucs comme c'est ça? d'avoir du mal à prendre le téléphone pour appeler les gens, quoi. Ouais. Alors typique d'un système nerveux en état de réponse de survie de suite, ça. Hum. Parce que je travaille beaucoup avec le système nerveux aussi, dans mes accompagnements, parce que, en fait, moi, j'accompagne à aller vers la mission de vie et du coup, quand il faut qu'il y ait pas de blocage pour y aller et le système nerveux a des impacts sur notre santé physique, mentale, mais aussi comportementale et donc ne pas, réussir à prendre son téléphone ou même, recevoir des messages et pas réussir à y répondre, vite, c'est ou ne pas réussir à se montrer sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos facecam ou des trucs comme ça. C'est très typique d'un système nerveux en réponse de survie de fuite et du coup, c'est vrai que quand on monte son projet, c'est un peu problématique. Hum. Donc il faut se redonner de la sécurité, pour réussir à se montrer. Il faut aussi, ne pas avoir peur d'être confronté au non et se dire: «OK, si je prends un non, au final, ça fait quoi? C'est pas grave». J'ai même envie de dire, il y a un bouquin qui s'appelle Le non, c'est bon, absolument à lire quand on a peur de prendre le téléphone. Ah ouais? Parce qu'au lieu d'aller chercher un objectif de oui, on va chercher un objectif de non, et tant qu'on l'a pas, on continue. Énorme. La peur Ah, du non aussi, je sais très plus de qui c'était symptomatique par de la contre. blessure de l'abandon, hein, où on a tendance à avoir très peur de qu'on nous dise non et du coup à ne pas faire les choses si on se dit qu'on peut nous dire non. Hum. C'est des petites pistes de Je choses vérifie juste à pour aller vous donner la débloquer. rêve jusqu'au bout quand même. Le non, c'est bon, c'est de Richard Fenton et Andrea Walsh. Cool, là, je connaissais pas. Je regarderai. Ouais, voilà. Top. Bon, bah Bon, écoute, on peut je continuer, je continue. pense. Oui. Et ben,
Je vais maintenant vous dire, en fait, les signes qu'il est temps de changer de vie, de changer de voie professionnelle, parce qu'il y a des signes parfois qui montrent que là, vraiment, c'est le moment de changer. Le premier signe, c'est quand, en fait, il vous arrive plein de galères. Euh, Moi, j'ai plusieurs exemples. J'ai l'exemple d'une de mes clientes, par exemple, était aussi chef d'entreprise à l'époque, mais elle avait une boîte avec plus de salariés que ce que j'avais. Et en fait, elle a commencé à avoir des fuites d'eau dans les bureaux, des pannes informatiques. En fait, c'était des choses qu'elle avait jamais connues, genre pendant 20 ans. Et puis d'un coup, en fait, ça s'est enchaîné avec voilà, ces fuites d'eau dans les bureaux, ces pannes informatiques. Et puis au niveau perso, séparation, dépression et sur le plan pro, burn-out. Donc voilà et en fait, elle a fini par écouter, hein. Elle a eu au moins 1 an de grosses galères comme ça et puis elle a fini par écouter et puis par, revendre ses entreprises et puis, faire autre chose. Hem Et puis alors, moi pour ma part, je vous ai dit que j'étais tombée gravement malade, donc en 2020, mais j'avais déjà eu des signes avant-coureurs. Décembre 2019, je fais une grosse chute de cheval qui me vaut un trauma crânien et un œdème cérébral. Je m'arrête pas de bosser parce que je ne peux pas. Ensuite, à peu près à la même période, j'ai dû virer un associé qui lui avait pas envie de partir et ça a été hyper compliqué. J'en ai fait des nuits blanches. Enfin, ça a été vraiment très difficile humainement de vivre ça. Ensuite, donc mars 2020, je me paye un Covid bien grave. Et puis, juste après, on déconfine. Et puis, moi, en fait, je me rends compte que un appart dont j'étais propriétaire à Marseille, en fait, a été squatté pendant le confinement. Et en fait, tout s'est enchaîné comme ça a duré 2 ans. Tant que moi, j'ai pas fait des changements de vie, en fait, j'ai enchaîné les galères comme ça. Donc, ce qui a persisté, c'était de rester très gravement malade, donc avec un Covid qui s'est prolongé en Covid long. Et puis, les squats de mon appart se sont enchaînés pendant 2 ans. Ça n'a pas arrêté. En fait, j'avais beau faire réparer, mettre des grilles et tout ça, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et d'ailleurs, la symbolique de la maison, de l'appartement, ça veut dire que tu laisses d'autres personnes en fait venir un peu prendre des décisions pour toi, enfin venir un peu transformer ta personnalité. C'était un peu ce que je vivais aussi avec la symbolique des poumons. Donc voilà. Donc quand il vous arrive plein de galères comme ça, que ça arrête pas de s'enchaîner, que vous vous dites mais c'est pas possible, je comprends pas ce qui m'arrive. Depuis quelque temps, il m'arrive plein de galères, je sais pas pourquoi, c'est la loi des séries et tout ça. En fait, c'est juste que l'univers il a vraiment un meilleur plan pour vous et que en fait vous n'êtes tout simplement pas ou plus au bon endroit et que voilà, il faut partir de là où vous êtes parce que l'univers, en fait, il va globalement, il fonctionne pas trop à tiens, je te donne une nouvelle opportunité. C'est plutôt tiens, je te file des gros coups de pied et comme ça, je te fais bien souffrir et tu vas comprendre qu'il va falloir que il y ait des choses que tu travailles sur toi et aussi que en fait tu prennes des décisions de quitter des trucs qui te font du mal, quoi. Bah, j'ai toujours tendance à dire par rapport à ça, c'est si tu comprends pas la première fois, ça revient plus fort, toujours plus fort, et ça fait de plus en plus mal, quoi. Mais Tant qu'on comprend carrément. pas. Exactement. Et moi, tu vois, avec la maladie, j'ai eu tellement peur parce que je faisais beaucoup de détresse respiratoire. Donc, à chaque fois, j'avais l'impression que j'allais y passer. J'avais des problèmes cardiaques. Et en fait, j'ai vraiment absolument tenu à comprendre ce qui m'arrivait et pourquoi j'étais tombée malade parce que je me suis dit, ça va être quoi la prochaine étape en fait? Si c'est encore plus grave que ça va être quoi le truc, quoi? Et j'avais tellement peur pour ma vie que c'est devenu vital en fait que je sache ce qui se passait et que je fasse les choix de vie pour sortir de tout ça, quoi. Le deuxième signe, c'est de ressentir de la fatigue émotionnelle. C'est un peu, tu vois, ce dont tu parlais tout à l'heure, en fait, avec le burn-out et le manque de sens. C'est que, en fait, quand on doit faire des efforts pour quelque chose qui ne nous fait pas ou qui nous fait plus vibrer, voire carrément quelque chose qui est contre nos valeurs profondes, en fait, ça nous pompe énormément d'énergie. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, de revenir de vacances, d'aller bien, de me sentir bien et tout, et de reprendre le boulot et en fait, c'est pas le rythme de travail qui me posait problème, c'était vraiment, je pense, le fait de plus être dans un truc qui me faisait vibrer. En fait, je me traînais, j'avais plus d'énergie.
Donc la fatigue émotionnelle, c'est un deuxième signe à écouter. Le troisième signe, c'est l'ennui chronique, ce qu'on appelle aussi le bore-out, pardon. Donc là, c'est vraiment quand on se traîne, qu'on n'a pas envie, qu'on est même dans un, alors pas en dépression, mais plutôt dans un état un peu dépressif, où vraiment tout est poussif, où on est démotivé, où on n'arrive pas à avancer dans nos tâches, où on n'y trouve aucun intérêt. Donc voilà, c'est un troisième signe en fait à écouter pour se dire que là, il est temps d'aller voir ailleurs, quoi. Le quatrième signe, c'est quand on a un sentiment de colère qui gronde en soi. Quand en fait, il y a quelque chose qui est pas aligné, quelque chose qui dépasse nos limites, en fait, on peut ressentir de la colère. Parce que la colère, c'est vraiment le sentiment, l'émotion clé qui dit que nos limites, elles sont dépassées. Si vous vous mettez souvent en colère, vraiment posez-vous la question de, ok, en fait, qu'est-ce qui a dépassé mes limites là? Qu'est-ce que j'ai accepté que j'aurais pas dû ou qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire et en fait avec lequel j'étais pas ok. Donc du coup vraiment posez-vous la question quand vous êtes en colère de c'est quoi la limite que c'est venu toucher. Et donc quand voilà, on peut être en colère parce qu'on nous en demande trop ou parce qu'on nous demande des choses qu'on n'a pas envie de faire, dans lesquelles on ne trouve pas de sens. Donc voilà, ce sentiment de colère, ça peut aussi être un signe à écouter pour savoir qu'il est temps de changer. Et autre signe, c'est de jalouser un peu les autres et les personnes qui osent changer et qui montrent un petit peu une nouvelle vie qui est sympa et de se dire ah, ouais ben voilà, normalement ça peut être des choses vers lesquelles on a envie d'aller mais on n'y va pas et du coup on peut être un peu en train de rager sur les autres, quoi. Donc quand on en a marre, quand on est dans cette espèce de zone de, je vais l'appeler une zone de confort inconfortable. C'est-à-dire que c'est notre zone de confort parce qu'on est dans une situation connue et que le cerveau, en fait, par sécurité, entre guillemets, il va tout le temps préférer rester dans des situations connues. Mais en même temps, bah, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est hyper inconfortable. Donc du coup, voilà, j'appelle la zone de confort inconfortable. Le problème, en fait, quand on est dans cette zone-là, c'est que, en fait, on a beaucoup de mal à prendre une décision parce que on a vécu beaucoup de désalignements au travail, qu'on est dans un espèce d'immobilisme, qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation. Il faut pas se dire que c'est juste qu'on n'y arrive pas, c'est aussi que quand on est dans ces situations-là, en fait, on peut pas parce que quand on vit beaucoup de stress chronique, on se fait un petit peu, par exemple, harceler au travail. Et ben en fait, dans ces cas-là, la zone du néocortex frontal, qui est la zone du cerveau qui aide à prendre les décisions, en fait, elle se met carrément sur off. Donc du coup, en fait, on est dans cette zone de merde, on va dire, et on n'arrive pas à en sortir. Et en fait, c'est vraiment bah, le cerveau, en fait, la prise de décision qui est éteint et qui fait qu'on n'arrive pas à se bouger. Dans ces cas-là, d'ailleurs, on se dit même souvent qu'on n'a pas le choix, on se trouve vraiment dans un sentiment d'impuissance. Et ça, vraiment, ça, moi, je le constate beaucoup quand il y a eu des sortes de maltraitance au travail, soit qu'on s'est imposé en faisant trop, parce que il y a quand même aussi des personnes qui sont très loyales, on va dire, et qui ont envie de bien faire et du coup, ben, qui s'imposent elles-mêmes de trop faire, soit aussi parce qu'on nous a imposé de trop faire ou qu'on nous a rabaissé ou des choses comme ça. Et du coup, voilà, quand on est dans cette position-là, bah, on est dans une période de doute énorme. On est tiraillé entre l'envie de sortir de cette situation, mais aussi cet immobilisme et surtout cette incapacité à agir pour en sortir. Je vous disais vraiment toujours à cause de cette zone du cerveau qui est éteinte. Et du coup, bah, quand on n'est pas bien comme ça peut aussi créer un petit peu une espèce de jalousie envers ceux qui arrivent à se bouger, de dire par exemple des phrases comme oui mais elle c'est facile, son mari gagne bien sa vie ou oui bah lui c'est facile, il a pas d'enfant donc évidemment il peut se consacrer à ça donc voilà. Si vous dites des phrases comme ça, c'est aussi un petit peu un signal en fait pour vous qu'il est temps de mettre en place des choses pour être de nouveau en capacité de bouger parce que bah, là, en fait, vous êtes en train de vous aigrir en fait dans le milieu dans lequel vous êtes et franchement, je vous souhaite de sortir de ce côté aigri et de ce bourbier dans lequel vous êtes le plus vite possible parce que franchement, je pense que vous valez bien mieux que voilà de rager sur des personnes qui ont réussi pour d'autres raisons à aller vers ce qui les faisait vibrer. Et du coup, pourquoi est-ce que dans ces moments-là, on est si perdu? Il faut savoir qu'en fait, quand on traverse des périodes où il y a rien qui va, bah, forcément, on est loin d'être, zen et serein. Donc du coup, voilà, on a déjà cette partie du cerveau, qui amène à prendre des décisions qui s'éteint.
le système nerveux, il est tout le temps en réponse de survie, donc du coup, on va avoir tendance à aller fuir dans les réseaux sociaux, dans les écrans. On va avoir tendance à se mettre beaucoup en colère, mais à pas réussir à agir. Et, euh, et dans ces cas-là aussi, en fait, on se pose 10 000 questions, on cogite, on rumine, on a en fait un mental qui est hyper, hyper, hyper agité. Et le problème, c'est que bah, quand l'esprit il est hyper agité, on laisse aucune place à notre petite voix intérieure. Alors que pour trouver des réponses, pour vraiment se connaître à fond, en fait, pour démêler nos pensées, on a besoin de ce que je pourrais appeler le vide fertile. Le vide fertile, c'est un temps de pause qu'on s'accorde, vraiment en conscience, et qui permet à l'esprit et au corps d'être vraiment au calme. Et en fait, c'est seulement quand on est dans ce vide fertile et de manière suffisamment longue qu'on arrive à y voir plus clair. Si je devais vous donner une image du vide fertile, vous imaginez en fait que votre esprit, en fait, c'est comme un verre d'eau dans lequel il y aurait de la terre. Et en fait, quand vous avez des pensées qui vont à 1000 à l'heure, ben en fait, c'est comme si vous étiez en train de touiller cette terre dans le verre d'eau. Et du coup, ben en fait, l'eau, elle devient complètement trouble. On voit plus du tout à travers. Ben en fait, ça, c'est vraiment l'image de votre cerveau qui est agité par 10 000 pensées à la seconde et qui est hyper agité par ben, toutes ces choses que vous avez en tête parce que bah, vous vous sentez pas forcément très bien là où vous êtes, quoi. Et en fait, quand vous prenez ce temps, quand vous laissez le temps aux pensées de se poser, c'est ce qui se passe par exemple quand on arrive à faire de la méditation. Ben, en fait, c'est comme si on arrête de brasser l'eau, on fait plus rien, on arrête de la faire bouger, et du coup, ben, progressivement, en fait, la terre, elle va venir se déposer au fond du verre, et du coup, bah, l'eau, elle va redevenir claire, en fait. Et vos pensées aussi, du coup. Et c'est ça, en fait, c'est ce vide fertile qui permet vraiment d'avoir de la transparence et de la clarté dans votre esprit. Pour vous donner un exemple de vide fertile express, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être devant votre ordi, de bloquer sur quelque chose, et puis d'un coup, en fait, bah, vous levez pour aller aux toilettes, et en fait, bah, là, pendant que vous êtes en train de faire pipi, il y a tout qui devient clair et vous avez une idée qui vous vient. Ça peut aussi arriver, par exemple, quand on prend sa douche, qu'on ait d'un coup des idées en fait qui viennent popper dans le cerveau et qui amènent de la clarté ou une idée de nouveau poste à faire ou une idée de nouvelle offre ou alors un problème qu'on avait et d'un seul coup la solution arrive. Et en fait, ça arrive parce que ces moments, c'est des moments qui sont tellement simples, qui nous demandent aucune réflexion et du coup, bah, pendant lequel notre esprit il est plus détendu. Et du coup, c'est aussi ce qui laisse place à de la créativité. Donc, si vous arrivez à trouver des micro-solutions à vos problèmes pendant le micro-vide fertile que vous accordez en allant en toilette ou en prenant une douche, imaginez un peu ce que ça pourrait donner si vous accordiez un vrai temps de plusieurs semaines pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. C'est, ce serait par exemple un peu contre-productif de se dire je finis un boulot et je finis un contrat, un CDI et puis j'ai tellement peur de pas retrouver de boulot que du coup, en fait, je saute sur la première occasion et je prends tout de suite le premier boulot qui vient ou de chercher tout de suite du boulot. En fait, franchement, laissez-vous un temps de au moins quelques semaines, allez, 2 mois, 3 mois pour vous dire, en fait, faire le bilan de ce que vous venez de faire, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé et puis se dire: «OK, si je laisse vraiment venir, les idées, en fait, c'est quoi qui vient, quoi». Pas en étant tout le temps dans l'action, mais en en laissant venir ça. Du coup, je voudrais qu'on teste pendant une petite minute ce fameux vide fertile et je voudrais en fait que, vous fermiez les yeux, que vous imaginiez dans votre, boulot actuel, bah, en fait, parce que souvent, en fait, le corps, il sait avant le mental, hein, c'est pas pour rien que quand on n'est pas bien dans un boulot, on a des tensions dans le dos, dans les cervicales ou qu'on se tape des maux de tête. Donc fermez les yeux et imaginez-vous, en fait, dans votre boulot actuel et écoutez un peu, en fait, vo comment vous vous ressentez physiquement? Est-ce que vous avez des sensations viennent dans le corps? Des tensions? Est-ce que vous avez des émotions qui viennent de la peur, du stress, et dites-nous un petit peu ce que vous ressentez quand vous sentez dans un boulot qui est pas stimulant pour vous. Ou ceux qui sont dans un boulot qu'ils aiment bien, reimaginez-vous, quand vous étiez dans un boulot que vous n'aimiez pas.
On va laisser un petit instant encore, petit moment de clarté à prendre pour les gens, mais effectivement, ça fait toujours du bien. Ouais, de se poser un peu et de mais parce qu'en fait, on a des vies de dingo. Enfin, tu vois, on a des vies à 100 à l'heure et du coup, en fait, on est dans une course contre la montre tout le temps et on prend jamais le temps de se poser pour savoir, si vraiment ça nous fait vibrer ou pas et tu vois, on a fait nos études, on a eu notre premier boulot, on a enchaîné, enchaîné, enchaîné et on n'a pas souvent ces moments de pause comme ça, ces moments où on se laisse, de la créativité, de la clarté arriver et du coup, quand on n'y arrive pas, bah, en fait, il faut aussi écouter les signaux du corps pour savoir si on a des tensions, des émotions qui viennent, beaucoup de tensions. On a beaucoup de tension pour Cédric, apparemment. Mmh. Alors beaucoup de tensions, c'est aussi, en fait, quand on est trop, trop, trop en action et en suractivité, on génère beaucoup d'adrénaline et de cortisol dans le corps et du coup, alors c'est des hormones à niveau normal qui sont hyper bien, hein. C'est ce qui permet de nous mettre en action et de réagir en cas de problème et d'être actif, de même, d'atténuer les douleurs quand on a un taux de cortisol et d'adrénaline qui sont normales. Par contre, quand, ça devient trop haut à cause du stress chronique, de trop d'activité et ben, ça met des tensions dans le corps et ça peut mettre des douleurs chroniques parce que, trop de cortisol et ben, ça ça permet plus au corps de réguler les douleurs, en fait. Et donc là, c'est plus seulement le mental, c'est aussi du coup le corps, hein, qui dit: «Là, ça surchauffe, là, c'est chaud, quoi». Et c'est pas grave d'avoir des pics, en fait, comme ça de suractivité, ça, c'est OK pour le corps. Ce qui est pas OK, c'est quand c'est tout le temps là, en fait. Bon, Cédric, t'es en surchauffe. Voilà. Détends-toi un peu. Ouais, si c'est temporaire, c'est pas grave. Mais si c'est tout le temps comme ça, il va falloir réussir à trouver, en fait, un moyen d'avoir des moments aussi, bah, de repos pour le corps, hein, parce que le corps, il a besoin. Ok. Pas Il a maintenant, mais quand tu précisé. te revois dans ton boulot avant, Ouais. bah ouais. C'est quand il était Mmh. dans son boulot avant où il y avait beaucoup de tension. D'accord. Ouais. Bah, justement, maintenant, je vais vous demander de faire la même chose, mais alors si vous êtes déjà dans un boulot, une nouvelle activité qui vous plaît, bah, imaginez celle-là. Et si, vous êtes encore dans un boulot pourri, mais que vous rêvez un peu d'une situation professionnelle, idéale, bah, fermez de nouveau les yeux et puis, donc i re ressentez, imaginez que vous êtes dans cette situation vraiment idéale au niveau professionnel pour vous et pareil, regardez un petit peu les émotions qui viennent en premier. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du soulagement? Et au niveau du corps, hem, est-ce que, bah, les tensions s'enlèvent ou est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'il se passe des choses un peu différentes? On va leur laisser faire l'exercice. En attendant, Julie disait, pareil dans son boulot d'avant, beaucoup de tension. Je vous laisse faire le petit exercice et répondre ensuite. Alors moi, pour le coup, quand tu as demandé l'exercice tout à l'heure, je l'ai fait pour mon boulot de maintenant. Donc c'est vrai que j'étais bien. Franchement, Ouais, j'étais plénitude. ouais, plénitude, une bonne vibration, quoi. C'était vraiment quelque chose Mmh, de serein. aligné. Alors, est-ce que vous voulez nous répondre, du coup, dans le chat, si vous avez fait l'exercice? Est-ce que vous avez bien fait vos devoirs à la maison? Interro écrite après, hein. Ouais. Alors, dans mon boulot actuel, les tensions quand je pense à mes blocages, mais quand je pense à mon travail en lui-même, c'est chaleur et apaisement. Ok, parfait. Merci Julie. Oui, c'était les blocages du coup du téléphone, de plomb, hein, c'est ça pour C'est le Julie? téléphone en plomb, Ouais. entre autres. Ouais. Mmh. Alan qui dit les tensions disparaissent, je ressens de la paix. Trop Merci bien. Alan pour ton retour.
Je continue? Oui, oui, je t'en prie. Je pense que tout le monde n'a pas envie de répondre non plus, donc on va Ouais. continuer. En tout cas, si vous vous sentez mieux, bah, génial. Alors à part, oui, j'entends qu'il y a des blocages, ce qui est un peu normal aussi dans le cadre d'une reconversion, d'une nouvelle activité. Mais on peut aussi parfois se sentir un petit peu à la fois très stimulé, en joie et aussi un petit peu stressé par quand on a une grande page blanche en fait devant nous et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour commencer à écrire justement quelques lignes de ce nouveau chapitre que vous souhaitez entamer. Parce que pour connaître sa voix, il faut vraiment avant tout hyper bien se connaître soi. Et il faut savoir en fait qui on est derrière nos masques, qui on est derrière notre identité de je fais tel métier, sans les cases en fait dans lesquelles on nous a mises. Et en fait, je trouve ça assez drôle parce que souvent, quand on rencontre une nouvelle personne, les premières infos qu'on nous demande, c'est comment on s'appelle. Et puis après, une des toutes premières questions qui arrive, c'est et tu fais quoi dans la vie? Et en fait, tu fais quoi dans la vie? Il est hyper lié au métier qu'on occupe. C'est vraiment un peu, enfin, dans les us et coutumes, comme si c'était un peu ce qui nous définissait. Et du coup, d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vécu une période de chômage un peu longue ou une période, d'arrêt, quelconque, un peu long, mais je trouve qu'on rencontre très souvent un moment, en fait, où on n'a même plus trop envie de sortir de chez soi et de côtoyer des nouvelles personnes, juste parce qu'en fait, on est hyper gêné de répondre à cette question. Quand, on nous dit, pour les premières fois qu'on rencontre quelqu'un: «Tu fais quoi dans la vie?» et qu'on est dans une période où, en fait, justement, on sait pas trop, ou, qu'on est en transition, en fait, ça peut être hyper compliqué. Moi-même, quand j'ai liquidé mon entreprise, je suis passée du statut de chef d'entreprise à que dalle, rien du tout. Et en fait, je savais pas quoi répondre à cette question, si ce n'est un peu en racontant ce qui m'arrivait, mais du coup, c'était un peu presque en m'excusant. C'était un peu du genre, alors, j'étais chef d'entreprise et puis je suis tombée gravement malade, quand j'avais mon entreprise et au bout de 2 ans comme ça, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai liquidé mon entreprise début 2022 et puis, maintenant, j'essaie de me reposer, de guérir. Mais franchement, en fait, c'était assez pénible pour moi de devoir, en fait, dire ces phrases-là et devoir un peu, raconter des choses comme ça, quoi. Et en vrai, je me dis qu'on peut un peu contourner ce problème en disant en fait ce qu'on adore faire. Et du coup, si à l'époque j'avais répondu, moi je m'appelle Jen et ce que j'adore c'est la connaissance de soi, la psychologie humaine, savoir déceler les talents des autres. Et en fait, je sais pas encore exactement ce que je vais faire de tout ça parce que je suis dans une période de transition, mais voilà en tout cas ce que j'aime dans la vie. Je trouve que finalement, en fait, quand je dis ça, j'en dis beaucoup plus que et que les gens peuvent beaucoup plus me connaître que à l'époque quand je disais je suis responsable marketing ou ensuite je suis chef d'entreprise. Parce qu'en vrai, se définir par un métier, ça veut aussi dire se définir par le métier qu'on a choisi quand on avait à peine 18 ans, qu'on se connaissait à peine, qu'on était genre sorti de l'enfance. Et du coup, je suis pas sûre que ça dit qui on est vraiment. Et donc, pour mieux se connaître, la première des choses, c'est déjà de réussir à se poser les bonnes questions. Donc là, du coup, ce que je vous recommande, c'est pendant une période justement de vie fertile, donc allez, je sais pas, dans un parc ou dans la nature, posez-vous quelque part avec un cahier et un stylo et de laisser venir en fait tout ce qui peut vous décrire. Donc vous pouvez par exemple noter c'est quoi vos traits de personnalité. Vous pouvez aussi noter pourquoi est-ce que vous avez choisi ces études et ce métier à l'époque. Est-ce que c'est parce qu'il y avait certaines choses qui vous attiraient dans ce métier ou est-ce que ça a été guidé par vos parents ou d'autres personnes? Moi, par exemple, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai choisi d'étudier le marketing parce que, en fait, ça a étudié aussi une part de psychologie humaine et ça demandait aussi de connaître les besoins des gens pour leur apporter des réponses. Et en fait, je me dis que déjà à l'époque, il y avait cette part de psychologie et de connaissance de soi qui m'intéressait, sauf que je l'ai vachement relié au business parce que j'ai aussi quand même cette partie un petit peu business en moi. Et puis que à l'époque, je me voyais pas du tout aller à la fac et faire de la psycho. Donc voilà, pour moi, le marketing, c'était un peu ce juste milieu entre du business, de la connaissance des gens, et puis aussi pouvoir aller dans une filière DUT et pas être largué à la fac, quoi. Donc voilà, du coup, notez un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles à l'époque vous aviez choisi ces études, vous aviez choisi ce métier. Est-ce que ça a été guidé par vos parents et dans ces cas-là, en effet, peut-être qu'il faut le mettre de côté, ou est-ce qu'il y avait déjà un peu des choses dans ce que vous avez choisi qui en disent un petit peu sur ce que vous êtes aujourd'hui et que vous avez plus envie de ça, mais que en tout cas,
certaines parties de ce que vous avez choisi à l'époque, ça correspond quand même encore à certaines choses de vous. Ensuite, autre question que vous pouvez vous poser, c'est quand vous n'êtes pas au travail et que vous êtes dans un environnement dans lequel vous pouvez vraiment complètement être vous-même, que vous n'avez pas de masque, que vous n'avez pas de filtre. Par exemple, quand vous êtes au sein de votre foyer ou alors avec des amis très proches, comment est-ce que ces personnes, elles vous décriraient? Parce que parfois, il y a notre personnalité au travail et puis il y a qui on est vraiment quand on est dans un cercle intime dans lequel on se sent parfaitement à notre place, dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on n'a pas besoin de mettre des filtres. Comment est-ce que ces personnes qui vous connaissent hyper bien, elles vous décriraient? Tu leur laisses faire les devoirs à la maison, du coup, encore? Ouais, je leur laisse noter les questions, mais je pense que ça va être Mmh. compliqué de répondre là maintenant. Mais en tout cas, j'aimerais bien que vous ayez des clés pour pouvoir après aller vous poser dans un endroit vraiment cool que vous aimez bien et que vous ayez ce petit moment de vide fertile et que vous puissiez noter avec un carnet et un stylo les questions et que surtout vous arriviez à y répondre en fait. Bon, de toute façon, le replay sera valable 30 jours là sur Facebook parce que maintenant il supprime au bout de 30 jours. Ok, Mais je mettrai la vidéo aussi sur ma chaîne YouTube, hein. Donc vous tapez Damien Roulant sur YouTube et vous pourrez aller revoir tranquillement top. ce live-là. Et puis, autre question pour aller encore plus dans la connaissance de qui on est derrière les masques imposés par la société, c'est quels sont les traits de personnalité quand je les exprime qui me rendent contente et fière, content, pardon, qui me rendent content et fier de moi. Et que peut-être je peux pas me permettre d'utiliser quand je suis au boulot. Si par exemple vous vous sentez fier de vous quand vous êtes généreux, quand vous êtes gentil, potentiellement c'est pas trop des trucs que vous pouvez utiliser au bureau et du coup ça peut vous frustrer. Mais si dans une nouvelle vie pro, vous pouvez les utiliser et que c'est des choses qui vous rendent fiers de vous, bah, vous savez que c'est quelque chose qui va vous nourrir. Donc du coup, il va falloir que vous trouviez une activité dans laquelle vous puissiez exprimer ces traits de personnalité-là. Donc c'est quoi, du coup, les traits de personnalité qui vous rendent vraiment fiers de vous et quand vous les exprimez, vous vous sentez vraiment bien? Moi, pour le coup, le côté gentillesse et tout ça, enfin, ce que tu partageais comme exemple, au contraire, je trouve qu'on doit vraiment remettre tout ça, remettre l'humain, remettre tout là dans le travail, parce que sinon ça n'a pas de sens, quoi. Mais je suis tellement d'accord avec toi, mais tu vois, en entreprise, quand, surtout alors, en tant que femme, dans des réunions ou des choses comme ça, je peux te dire que c'est la gentillesse, tu vois, c'est presque vu comme une faiblesse, en fait et c'est chiant. Moi, ça me saoule, mais c'est la réalité, en fait, globalement, je trouve qu'il y a assez peu d'entreprises ou de milieux dans lesquels être gentil, c'est une qualité. Regarde, par exemple, au boulot, dans les entreprises, quelqu'un qui est productif et qui est gentil et serviable, comment on va le récompenser? Est-ce qu'on va lui donner plus d'argent ou est-ce qu'au contraire, on va charger la mule parce qu'on sait qu'il va dire oui? Tu vois? Après, à lui d'apprendre à dire non aussi, hein, mais ça c'est Ouais. autre chose encore. Bah, il y a des profils à burn-out de toute façon où, en effet, c'est des gens qui savent pas, poser, qui ont du mal à poser leurs limites pour plein de raisons différentes et beaucoup par rapport à des blessures d'enfance, ou de choses comme ça où on a tendance à répondre aux besoins des autres avant les nôtres. Mm. Mais, Mais bon, globalement, quelqu'un qui enfin voilà, la gentillesse en entreprise n'est pas toujours, perçue comme une qualité ou alors en tout cas, elle va être utilisée à mauvais escient et c'est hyper dommage. Clairement. Donc une fois que vous avez noté ces questions, ben, on va passer non plus seulement à la connaissance de qui vous êtes, mais aussi à ce qui vous anime. Parce qu'en fait, on est sur terre pour être de manière authentique, mais aussi pour faire et pour offrir nos talents au monde. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit: «Il y a 2 grands jours dans notre vie, le jour où nous sommes nés et le jour où nous découvrons pourquoi» et du coup, bah, l'ikigai, c'est un des outils, qui peut nous aider à trouver notre pourquoi. Il y en a plein d'autres que j'aime bien, mais bon, l'ikigai, c'est en intro, c'est quand même assez simple, donc
Vous allez pouvoir en tout cas avoir des clés pour travailler là-dessus tout seul sans même être accompagné. Alors qu'avec l'astro et la numéro, c'est pas tellement le cas. C'est un peu plus complexe. Ouais. Donc Ikigai, ça a donc un concept japonais qui signifie littéralement raison d'être ou joie de vivre. Et donc ça désigne en fait ce qui donne un sens à notre vie et à ce qui pousse à nous lever chaque matin avec de l'enthousiasme. Donc c'est vraiment en fait, il faut le voir comme une boussole intérieure qui nous permet en fait d'avoir une vie qui est alignée avec nos valeurs et avec nos aspirations. Donc Ikigai, si vous avez déjà vu, c'est 4 cercles qui se croisent entre eux. Et donc ces 4 cercles, c'est ce que vous aimez, ce pourquoi vous avez des talents, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Et en fait, c'est hyper important de croiser ces 4 cercles-là parce que si on a un talent pour quelque chose mais qu'on n'aime pas ça, bah du coup, ça va pas nous éclater, on va être frustré. Et si on aime faire quelque chose, qu'on a du talent pour ça, mais que personne n'en a besoin ou que personne n'est prêt à payer pour ça, bah du coup en fait on va être dans la précarité. Et du coup bah c'est pas non plus hyper stimulant, hyper motivant quoi. Donc là vraiment ce qu'on veut c'est trouver en fait le parfait équilibre entre ces 4 choses-là. Donc de nouveau, je vais vous donner quelques exemples de questions que vous pouvez noter et que vous pourrez vous poser et y répondre quand vous serez dans un moment agréable, un moment de calme que vous consacrerez rien que pour vous et je vous souhaite vraiment de le faire. Donc pour trouver ce que vous aimez, déjà vous pouvez en fait noter ce que vous faites spontanément pour vous occuper. Quand vous n'avez rien à faire, qu'est-ce que vous faites spontanément pour vous occuper? Et quelque chose qui vous fait du bien, qui vous stimule ou vous vous sentez bien une fois que vous l'avez fait. Ça peut être du dessin, ça peut être appeler des amis. Du coup, en fait, appeler des amis, ça veut dire que vous aimez bien échanger, que vous aimez bien peut-être écouter les gens, que vous avez besoin de communiquer. Si c'est le dessin, ça veut dire que vous avez besoin de vous détendre, d'avoir une activité créative, artistique. Si c'est aller vous balader dans la nature, bah, ça veut dire aussi que vous avez quand même besoin d'avoir une certaine connexion avec l'extérieur et que peut-être un boulot où vous seriez tout le temps enfermé, c'est peut-être pas top. Alors, j'en ai profité pour mettre l'image de l'ikigai. Et il y a une petite question aussi de Nathalie qui vient d'arriver. Ouais. Est-ce qu'elle peut parler de nos valeurs? Enfin, elle demande si on peut parler de nos valeurs. Est-ce qu'on peut parler de nos valeurs? Je pense que c'est Euh, une question. Dans l'ikigai ou Mais si tu veux bien préciser, Nathalie, s'il te plaît. alors peut-être que justement dans les questions que tu peux te poser dans ton cercle ce que j'aime, tu peux peut-être justement dire c'est quoi les valeurs qui t'animent le plus et pourquoi. Tu vois, ça peut être une question que tu peux te poser quand tu remplis ton. Parce qu'en fait là, je suis en train de donner des questions que vous pouvez vous poser pour remplir vos 4 cercles de l'ikigai. Et donc du coup, bah, dans ce que tu aimes, tu peux ajouter c'est quoi les valeurs qui m'animent et pourquoi et comment ça se concrétise dans ma vie ou comment j'ai envie de le concrétiser. Ensuite, vous pouvez aussi vous poser la question de qu'est-ce qui vous plaît assez pour que vous acceptiez de le faire de manière bénévole. Alors c'est pas le but à la fin, mais c'est juste en fait pour savoir. Moi, ça me plaît tellement que voilà, je peux aller le faire en asso parce que j'adore ça, quoi. Autre question pour pouvoir définir ce que vous aimez, c'est qu'est-ce que vous aimez assez pour accepter que pour y arriver, bah, peut-être que le chemin il sera un petit peu tortueux, peut-être qu'il y aura des échecs, mais que ça vous plaira tellement que vous vous relèverez pour y arriver. Et là, du coup, bah, par rapport au téléphone en plomb, justement, c'est ouais, OK, j'ai ce blocage-là et c'est vrai que j'ai peur de prendre mon téléphone et d'appeler, j'ai peur de me prendre des refus, mais ben, en fait, ce que je fais là actuellement, je l'aime plus que le fait de arrêter par peur de me prendre des refus. Alors, elle nous a juste précisé tout à l'heure, je l'avais pas noté parce qu'on était passé à autre chose, mais c'était vraiment pas la peur du non, mais la peur de oui et de pas assurer derrière le service qu'on voulait mettre en Mmh. place. Donc, Un j'en peu un profite. syndrome de l'imposteur alors? Un peu, je pense. Ouais.
Alors, moi, ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est qu'en fait, pour ma reconversion, pendant 1 an justement, j'ai fait beaucoup de d'accompagnement bénévole, notamment, au sein d'une asso, pour, de prévention, du burn-out. Enfin, c'était des personnes qui avaient fait des burn-out, hein, elles étaient plus en prévention, mais en fait, j'ai fait pas mal de choses en bénévolat en me disant, pareil, des analyses numéraux, des thèmes astrales. En fait, j'en ai fait beaucoup pour des amis, de la famille et tout, et pour avoir des retours sur ce que je faisais, pour vraiment m'améliorer au fur et à mesure, et pour bah, prendre confiance en fait dans le fait que ce que j'apportais, c'était déjà bien. Et pour autant, quand je regarde ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais en 2022 quand j'ai commencé, je me dis: «Waouh, ce que je faisais en 2022, c'était quand même, vraiment, pas top par rapport à ce que je fais aujourd'hui», et pour autant, en fait, déjà en 2022, ça a aidé beaucoup. Donc voilà, en fait, il faut se dire que, de toute façon, comme pour tout, on progresse, on y va par progression, et que du moment que ce qu'on apporte, c'est déjà, ça a déjà de la valeur. De toute façon, globalement, quand on se pose beaucoup la question comme ça et qu'on a peur, on va faire en sorte que le truc soit hyper bien, voire même soit au-dessus des attentes des gens. Donc moi, du coup, je m'inquiète pas trop quand il y a quelqu'un qui me dit j'ai peur que ce soit pas assez bien. Je me dis ok, la personne est perfectionniste, je sais que ce qu'elle va faire, ça va être hyper bien. Donc elle a répondu Julie, comme quoi c'était bien ça, plutôt le syndrome de l'imposteur. Mm. Bah, c'est normal hein, quand on recommence à, enfin voilà, après une reconversion, c'est vrai que on passe souvent par ces phases-là. Et en fait, le seul truc qui marche, c'est de faire, 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 faire. Et au début, en fait, de le faire peut-être à petit prix, tu vois, au départ, soit tu commences à faire des choses un peu gratuitement pour des amis, des proches, et en échange, tu leur demandes de te faire des retours. Et puis bah après, tu fais des choses payantes, mais au début, tu les fais pas cher parce que voilà. Et puis au fur et à mesure, tu vas prendre confiance et tu vas augmenter tes prix. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait de faire qui fait qu'on finit par prendre confiance dans ce qu'on apporte, et d'avoir des retours dessus, et de s'améliorer constamment. Mais en fait, tant qu'on fait pas, on reste bloqué dans ce truc-là. Et du coup, on prive les gens de nos talents. Et ça, c'est dommage. Alors c'est un peu mon mode de fonctionnement, ça, justement. Dès que je suis C'est bien. passionné par un truc, je partage, je partage, je partage, et au bout d'un moment, ben, je me dis pourquoi pas le mettre sur le côté pro, et puis voilà. Carrément. Ouais, c'est une très bonne manière de fonctionner, ouais. Et puis dernière question pour savoir un petit peu ce que vous aimez, c'est de vous poser la question de ce qui vous plaît dans votre métier actuel ou dans les métiers que vous avez fait, parce qu'il y a peut-être pas tout à jeter non plus, et vraiment de vous poser la question de euh, si je décortique en fait un peu tout ce que j'avais à faire dans mes précédents métiers, c'était quoi qui me plaisait dedans? Et du coup, vous allez peut-être retrouver aussi des choses bah, que vous aurez envie de retrouver dans votre nouvelle vie pro. Ensuite, on passe au deuxième cercle, qui sont vos talents. Et là, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que je fais facilement, rapidement? C'est quoi en fait qui me demande pas beaucoup d'efforts, et que en fait je sais que je fais vraiment de manière assez aisée, quoi. Et peut-être même plus facilement que les autres, mieux que les autres, sans avec moins d'efforts que les autres. On a forcément en fait des espèces de zones de génie comme ça où on sait que on va les faire voilà, facilement, rapidement et sans trop d'efforts. Après, vous pouvez vous demander aussi dans quel domaine vous avez fait vos études et dans quel domaine vous avez des expériences pro. Et du coup, bah ça fait aussi forcément partie de vos talents parce que vous les avez exercés pendant plusieurs années. Donc voilà, du coup, c'est quoi que vous avez étudié et sur lesquels vous avez des compétences. Et de même, du coup, dans vos métiers, vous pouvez vous dire c'est quoi les compétences que je mets en avant au boulot et pour lesquelles j'ai plusieurs années d'expérience. Sachant vous verrez après, il y a tellement de choses qui peuvent se transposer en fait à d'autres métiers que c'est hyper important en fait de faire la liste de
je sais pas, je sais faire de la stratégie, je sais faire de la comptabilité, je sais animer des réunions, je sais faire des cahiers des charges, je sais soigner les gens. Enfin, voilà, c'est vraiment en fait toutes les compétences que vous avez, pour lesquelles vous avez plusieurs années d'expérience, c'est vraiment de les lister parce que vous allez voir qu'après, en fait, c'est des choses que vous n'allez pas forcément refaire en l'état, mais que vous allez pouvoir transposer après pour vos futurs métiers. Et je vais vous demander de faire la même chose pour la vie perso. Parce que on peut aussi exercer des talents dans les loisirs qu'on fait, que ce soit les loisirs sportifs ou autres, que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine même de l'organisation du foyer. Si dans l'organisation du foyer, vous êtes justement la personne qui sait hyper bien organiser les vacances, qui sait hyper bien organiser les soirées entre amis, qui est vraiment, vous êtes vraiment un pro de la logistique ou un pro de l'animation ou un pro de vous dépasser, bah, c'est pareil en fait, ces compétences-là et ces années d'expérience-là, vous pouvez aussi en fait les mettre dans vos talents. Troisième cercle maintenant de l'ikigai qui est ce dont le monde a besoin. Et là, vous pouvez vous poser la question de est-ce qu'il y a un événement particulier que j'ai vécu dans ma vie et qui concerne aussi d'autres personnes? Et comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, pour me remettre de cet événement? Et est-ce que ça pourrait aider d'autres personnes? Tu vois, par exemple, Damien, je sais que le human design, je suppose qu'au début, tu l'as étudié pour toi, puis qu'après, tu t'es dit que en fait, tu l'as partagé et que tu as vu qu'en fait, ça aidait beaucoup les gens. C'est à ça que je Euh, pensais tout à l'heure. ouais. Quand tu parlais, enfin, quand tu parlais de tester, de machin, de trucs. Ouais, ouais, clairement. Ça a été vraiment ça. Je suis passionné de ça. Du coup, j'arrête pas d'en parler. Et puis, j'ai fini par le mettre dans les accompagnements. Alors, ce Mm. dont le monde a besoin, c'est dans l'image, je voulais juste revenir là-dessus, c'est ce à quoi je peux contribuer, c'est là, hein, c'est le cercle jaune. Puisque c'est pas noté tout à fait pareil. Mm. C'est juste pour préciser. Et le dernier cercle, c'est ce pourquoi je pourrais être payé, qui est quand même important, parce on a besoin aussi d'être rémunéré, alors pour vivre, mais aussi parce que l'argent, c'est l'art des gens. Et du coup, être rémunéré, c'est aussi avoir une reconnaissance que ce qu'on fait apporte de la valeur. Donc c'est important aussi. Et donc, du coup, on peut se poser la question de pourquoi en particulier est-ce que je suis payée actuellement? Et qu'est-ce que les gens, en fait, ils apprécient particulièrement chez moi? Qu'est-ce que j'apporte, en fait, que les gens apprécient particulièrement? Et autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ces choses pour lesquelles je suis payée actuellement, je pourrais les transposer dans un autre métier? Je vous donne un exemple, enfin des exemples même. Quelqu'un qui a fait des années en service client. Et ben, du coup, en fait, c'est ce pourquoi il était payé, c'était de l'écoute active, de la patience, de donner aussi peut-être un petit peu des solutions, de calmer un petit peu les gens qu'on a au téléphone, de les écouter et puis de leur proposer des solutions. Ça peut être aussi du coup un peu, parfois en service client, on est même formé un peu à un bout de psychologie humaine, de comprendre en fait, quelles sont les émotions des gens et comment les désamorcer. Et du coup, bah, typiquement, si on a toutes ces qualités-là dans un service client, bah, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre à profit dans des métiers bah, justement de psychologue, de thérapeute, parce qu'on a justement ce truc de savoir écouter, analyser et répondre. C'est drôle que tu parles de service client parce que c'est ce que je faisais dans la marine. Ah J'étais ouais, dans du hotline. Ouais. trop marrant. J'ai fait ça pendant 8 ans. Ouais. Ouais, voilà. Et donc, tu transposes aussi ce que tu as. Tu Ah, tout ce as que j'ai fait l'impression que ça te sert auparavant. Hein. encore aujourd'hui?
Hum. Tu as l'impression que ce que tu savais faire là-bas, les qualités, les compétences que tu as acquises là-bas, ça te sert encore aujourd'hui? Alors, je sais pas si ces qualités, je les ai acquises là-bas, parce que j'avais déjà mes qualités d'écoute. Et de... Mais ça a confirmé en fait le fait que j'aime résoudre des problématiques. Voilà. Donc, Mmh. ça, tout mon parcours est basé là-dessus, en fait. Ouais, c'est des expériences, Ouais, en tout tout ce que- cas des années d'expérience que tu as mis à profit après dans tes futures vies pro. ouais. Ouais. Imaginons quelqu'un qui est prof. Donc un prof, en fait, il sait expliquer des concepts complexes, il sait motiver ses élèves, il sait gérer une classe. Et ben, c'est des qualités qui peuvent complètement, en fait, après j'arrive pas à trouver mon mot, qui peuvent se transposer, en fait, sur un métier, par exemple, de manager, qui va lui aussi expliquer des concepts complexes, qui va motiver son équipe et qui va gérer une équipe. Imaginons maintenant un métier de quelqu'un qui était chef cuisinier, qui sait aussi organiser son équipe, il sait respecter des délais serrés, il sait gérer plusieurs fois tâches à la fois, il sait gérer un menu, un budget, anticiper. Et ben ça pourrait faire un excellent gestionnaire de projet du coup. Donc voilà. Et enfin, euh, j'aimerais aussi que vous notiez, alors c'est l'ikigai, c'est la raison d'être, et du coup c'est votre pourquoi. Et du coup, je trouve qu'il y a une question qui est assez puissante aussi, c'est pourquoi est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous quand vous serez parti? C'est quoi vraiment la mission que vous souhaitez avoir? C'est quoi l'impact que vous souhaitez avoir? C'est quoi la trace que vous avez envie de laisser? Moi, je veux qu'on se rappelle de moi en se disant, bah, Jen, c'était les missions de vie. Elle a vraiment inspiré les personnes à trouver leur mission de vie et à les réaliser. Et j'ai des clientes, c'est, bah, moi, je veux permettre aux gens d'être en bonne santé. Il y en a, c'est, moi, je veux aider les gens à aller mieux en utilisant leur créativité. Il y en a, c'est, moi, je veux aider les gens à se libérer de leur passé pour mieux avancer dans la vie. Et puis il y en a, c'est moi, je veux une carrière brillante et je veux le faire en portant des marques qui ont une belle histoire à raconter. Parce que en fait, notre pourquoi, il est pas que c'est pas que altruiste, c'est pas que aider les gens. Alors il y a plein de, de, de métiers dans lesquels c'est le sens pour nous, c'est de pouvoir aider, accompagner. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est complètement ok. Moi, j'ai des clientes en fait qui veulent avoir une carrière brillante et qui veulent que ça se passe dans certains contextes, avec des marques qui ont une belle histoire à raconter. Et en fait, du coup, voilà, il faut pas se dire mince, mais c'est quoi la trace que je veux laisser, mais pour les autres? Bah, il y a aussi des traces que vous avez envie de pouvoir laisser pour vous, et c'est complètement ok. D'ailleurs, cette personne-là, elle a son nœud nord, donc qui est le nœud de la mission, enfin l'endroit de la mission de vie qu'on voit sur le sur le thème astral, qui est justement dans le fait d'avoir une carrière brillante. Donc elle est complètement dedans, elle s'est pas mentie à elle-même, quoi. Mhm. Donc voilà, réfléchissez bien à ce pourquoi vous voulez qu'on se rappelle de vous. Et après, la façon dont vous allez le faire, ça en découlera naturellement. Quand tu dis ça, ça me fait penser à l'épitaphe sur une tombe, mais bon, c'est. De quoi? Bah, tu sais, pourquoi vous voulez qu'on se enfin, pourquoi vous voulez qu'on se rappelle de vous? Ça me fait penser à l'épitaphe, tu sais, ce qu'on écrit sur la tombe, là. Ouais. 6J, un tel. Je sais pas, ça me Et faisait ouais, penser à ça, donc ça m'a fait. mais parce qu'il y a aussi ce truc de, bah ouais, la vie c'est éphémère et en fait, mais j'ai envie que mes dizaines d'années de vie, elles se passent hyper bien et du coup, bah comment est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et comment est-ce que j'ai envie qu'on se rappelle de moi? Je trouve ça Mm. hyper important. On le verra après, mais ça fait partie. Tu sais, je sais pas si tu connais le livre qui a été écrit par une infirmière en soins palliatifs. C'est une Australienne qui a écrit tout un livre sur les regrets des personnes en fin de vie. Ah, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais. Mais il y a des choses qui sont liées à ça justement. Et donc j'en viens à la dernière partie qui est bah voilà, là on a vu bah, les marqueurs qui montrent que ça y est, il est vraiment temps de changer, de quitter ce métier, cette activité pro, cette entreprise qui vous rend malheureux. On a vu aussi que pour trouver sa voie, il fallait déjà bien se connaître soi, sans les masques que nous a imposés notre éducation et la société.
Et puis, vous avez aussi maintenant des questions pour vous aider à trouver votre raison d'être. Et maintenant, ce qui manque, c'est le passage à l'action. Donc, du coup, maintenant, je vais vous donner 7 astuces pour oser changer. La première astuce, c'est de faire les plus et les moins. Donc, d'écrire les avantages. Donc, vous pouvez prendre 2 feuilles. Une feuille dans laquelle vous écrivez les plus et les moins de « Ok, si je change de vie, si je vais vers ce qui me fait vibrer, même si je ne sais pas encore pour l'instant ce que c'est, mais en tout cas, si je décide d'entamer des changements, c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients ?» Alors, dans les inconvénients, bien sûr, il y a sûrement la peur du vide, la précarité, il y a plein de choses. En tout cas, faites les plus et les moins de c'est quoi les avantages que j'ai à changer, c'est quoi les inconvénients que j'ai à changer. Et puis après, vous prenez une deuxième feuille où vous écrivez c'est quoi les avantages à pas changer, donc peut-être une certaine sécurité financière, et c'est quoi les inconvénients. Et dans les inconvénients à ne pas y aller, s'il vous plaît, notez que vous allez vivre avec le regret de ne jamais avoir essayé. Et donc là, j'en reviens du coup à ces 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie, qui est, alors je les ai pas tous, mais en gros, ceux qui sont reliés là à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est celui de ne pas avoir réalisé ses rêves et celui de ne pas avoir mené la vie qu'on désirait vraiment et s'être laissé un peu trop guider par les injonctions, par la société, par ce qu'on nous a demandé de faire, voilà. Donc du coup, dans les inconvénients à pas y aller, s'il vous plaît, notez ça, parce que c'est un vrai inconvénient, ça, quand même. L'astuce numéro 2, c'est d'aller s'inspirer de modèles de reconversion réussis et de personnes qui ont connu le succès, alors notamment après 40 ans, parce que c'est vrai que souvent les reconversions, elles arrivent plutôt à cette période un petit peu charnière là, de milieu de vie où on a envie d'autre chose pour soi. Et donc, inspirez-vous de personnes qui ont réussi et compris après des échecs. Imaginez un peu si J.K. Rowling, elle n'avait pas insisté pour éditer Harry Potter. En fait, J.K. Rowling, elle avait quand même commencé à écrire le premier tome 7 ans avant qu'il sorte. Et elle s'est pris énormément de refus avant de trouver un éditeur. Et en fait, si elle n'avait pas continué, elle aurait certainement raté sa raison d'être. Et puis, elle aurait aussi privé des centaines de millions d'enfants et d'adultes d'une œuvre littéraire et cinématographique qui sont quand même devenues des références. Et puis, peut-être aussi que sa raison d'être, c'était de permettre aux enfants d'aimer la lecture. Parce que c'est quand même ce que Harry Potter a permis. C'est qu'il y a des enfants qui aimaient pas lire et qui lisaient pas et qui se sont mis à lire des pavés comme ça parce qu'ils sont passionnés pour ces histoires de sorciers, quoi. Autres exemples de personnes qui ont fait des changements de vie tardivement et qui ont essuyé des échecs, mais qui ont quand même fini par réussir parce qu'elles ont continué, elles se sont acharnées, on va dire. Donc le Huffington Post, qui est un média quand même assez de référence, il a été fondé par Arianna Huffington quand elle avait 54 ans. Christian Dior, il a créé Dior quand il avait 41 ans. Henry Ford, il a lancé Ford quand il avait 39 ans. Donc voilà, du coup, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas vous reconvertir, que c'est trop tard. C'est pas vrai. Et il y a un proverbe chinois qui le dit très bien et qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » L'astuce numéro 3, c'est de se dire qu'avec une reconversion, en fait, c'est pas parce que on fait une reconversion. Des fois, on se dit « Oh non, mais attends, moi j'ai 40 ans, j'ai pas envie de repartir de zéro. » En fait, on repart pas de zéro. Parce que je vous le disais un peu plus haut, on va vraiment pouvoir transposer nos expériences et nos compétences et en faire autre chose. Moi, j'ai eu 3 vies pro avant de celle que je mène aujourd'hui. J'étais responsable marketing pendant 10-15 ans. J'avais créé une première, alors une micro-entreprise cette fois en 2010, et puis qui était l'ancêtre de HelloFresh et Kitok. Et puis, j'ai été chef d'entreprise aussi. Et en fait, il y a plein de choses de mes vies pro qui me servent encore carrément aujourd'hui. Par exemple, donc je fais des accompagnements en bilan de compétences et aussi de la thérapie pour des personnes qui ont vécu des traumas, un burn-out ou des maladies. Et je vous disais que moi, ce que j'avais beaucoup aimé avec le marketing, c'était de réussir à déceler les besoins conscients et inconscients des personnes et à de leur apporter une solution. Je pense que du coup, en fait, ce que j'ai fait en marketing, ça me sert aussi beaucoup aujourd'hui dans ce que je fais, dans la connaissance de soi et dans la psychologie humaine. Ça a été un début, en tout cas, mais voilà, ça m'a quand même aidé et ça m'a permis de savoir que j'aimais vraiment ça. Quand j'ai eu ma micro-entreprise, là, qui était l'ancêtre de Kitok et de HelloFresh, à part la période de création qui a duré 6 mois et qui était hyper stimulante, en fait, après, je me suis retrouvée à beaucoup
avoir des activités plutôt manuelles, aller faire le marché, faire les courses, emballer, créer des nouvelles recettes, mettre à jour le site internet et faire les livraisons. Parce que j'étais toute seule. Et en fait, cette expérience-là, elle m'a permis de me dire, en fait, moi, j'ai besoin d'un travail intellectuel tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et que du coup, en fait, un boulot où j'ai trop d'activités manuelles, bah, en fait, ça me stimule pas suffisamment. Donc du coup, bah, ça a été une expérience aussi qui m'a servi pour la suite. J'ai hyper bien géré mon activité d'indépendante aujourd'hui et tout ce qu'il y a à faire quand on est indépendant, c'est-à-dire tout, parce que j'ai été chef d'entreprise et que, bah, j'ai dû gérer toute une équipe à faire les choses. Et en fait, je me dis que si, j'avais fait il y a 20 ans ce que je fais aujourd'hui, bah, j'aurais ni accumulé les expériences que j'ai eues, ni les compétences, ni aussi acquis l'intelligence émotionnelle qu'on a aussi quand on est, un peu plus vieux et que franchement, on avait, très certainement pas à 20 ans ou en tout cas un peu moins. Et j'ai un autre exemple de ce qu'on nos anciennes expériences pro nous apportent. J'ai par exemple accompagné une femme qui a été chef de projet informatique pendant, 20 ou 30 ans, 25 ans et aujourd'hui elle est, créatrice, elle fait elle coud en fait, elle crée des vêtements et elle les coud et du coup, au départ, on se dit que ça a vraiment rien à voir. Sauf qu'en fait, bah, en informatique, on apprend à prendre une problématique, un besoin et à en faire un programme. Bah, là, elle part d'un besoin en vêtements et elle le décortique jusqu'à en faire un patron puis un vêtement. Le côté technique qu'elle avait en informatique, elle le retrouve dans la couture. Parce que franchement, j'ai essayé une fois la couture, je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de technique et de calcul. Et puis, côté perso, eh ben, c'est une maman solo. Du coup, elle a appris à gérer un budget familial, à gérer de l'administratif. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça l'aide énormément pour gérer son budget et son administratif de sa micro-entreprise. Et en fait, à 20 ans, elle avait aucune de ces compétences. Et du coup, en fait, aujourd'hui, elle peut vraiment transposer des expériences à la fois pro et perso et toutes ses forces, tous ses talents en technique, en résolution de problèmes pour les mettre dans sa nouvelle activité. Donc voilà, vraiment, on repart pas de zéro. On repart avec tout ce qu'on a fait avant, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, et on les transpose dans notre nouvelle activité pro. L'astuce numéro 4, ça va être en fait de faire croître vos talents plutôt que de chercher à corriger vos faiblesses. On a un système scolaire en France qui est vraiment basé sur le fait on nous demande en fait d'avoir la moyenne partout, et c'est vraiment comme ça qu'on peut passer au niveau supérieur. Sauf qu'en fait, on a forcément des points forts et d'autres qui nous demandent plus d'efforts. Et du coup, en fait, se focaliser sur nos forces, ça nous rend mais tellement plus efficaces que si on essayait de corriger nos points faibles et d'être moyen un peu partout. Donc, cherchez ce que vous faites de mieux que les autres et aussi ce qui vous plaît, hein. On se rappelle les principes de l'ikigai, mais voilà, en fait, allez chercher dans vos forces. Allez pas vous dire, «Bah, je vais essayer d'être meilleur là», enfin, sauf si être meilleur là-dedans, est inclus dans votre futur métier et que du coup, vous en avez besoin. Mais en gros, allez vraiment, en fait, vers ce que vous faites, vraiment bien et ce qui est des forces, chez vous et essayez de les faire croître. L'astuce numéro 5, c'est d'agir. C'est faire, c'est itérer. C'est vraiment l'action, en fait, qui nous permet de savoir si une voie est vraiment bonne pour nous ou pas et de quelle manière on la met en œuvre. Souvent, en fait, on va par cercle autour de notre mission et c'est nos actions qui nous en rapprochent de plus en plus. C'est pas de réfléchir pendant 1000 ans à c'est quoi le meilleur truc, c'est en fait d'essayer, de faire et de voir ça prend pas, de corriger, de demander aux gens des retours, des feedbacks, de réajuster. Et donc voilà, c'est vraiment le fait de faire les choses. Et dans le faire les choses, il y a aussi de d'aller poser des questions à des personnes qui se sont reconverties, d'écouter des podcasts, de lire des livres, de chercher sur internet des infos sur les métiers que vous pourriez envisager et vraiment de vous mettre aussi dans l'action là-dedans et de dire, «Bah, moi, je vais aller chercher l'info, en fait, et je vais aller m'inspirer, de gens qui l'ont fait, quoi». Donc voilà. L'astuce numéro 6, c'est d'oser être créatif. Parce qu'en fait, les métiers des prochaines années, ils existent certainement pas encore. Ou en tout cas, en majorité, j'avais entendu une stat à propos de ça. Je sais plus si c'était 70 ou 90% des métiers du futur, en fait, ils n'existent pas encore. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer vos propres règles et d'inventer votre propre voie. Moi, je vous disais en intro, je sais pas comment vraiment définir mon métier parce que c'est un métier qui n'existe pas aujourd'hui, mais moi, je me définis comme guide de mission de vie.
bon, bah, voilà, c'est un métier qui n'existe pas vraiment, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera quelque chose qui sera, presque habituel, comme n'importe quel autre métier qui existe aujourd'hui. Et donc, en fait, on utilise beaucoup le cerveau gauche, hein, pour, réfléchir, résoudre des problèmes et pour se mettre en action et ça, c'est hyper important. Mais on a aussi besoin d'utiliser notre cerveau droit, celui qui nous rend créatifs, celui qui nous rend intuitifs, pour, vraiment, en fait, avoir, ces nouvelles idées et se dire, «C'est pas parce que ça existe pas que moi je vais pas pouvoir le créer, j'ai envie de créer mon propre truc et voilà et c'est comme ça». Donc vraiment utiliser le meilleur de vos 2 lobes de cerveau pour à la fois être créatif pour trouver votre voie et aussi pour agir pour mettre ça en action. Et dernière astuce et bizarrement, j'ai beau faire des conférences sur, les blocages qui nous empêchent d'avancer, sur des thèmes à chaque fois qui sont différents. Je sais pas pourquoi à chaque fois la conclusion est toujours la même en parlant de différents sujets, c'est toujours le même sujet qui revient. C'est qu'en fait, pour trouver sa voie, il faut s'aimer assez pour se donner ce droit. Et en fait, parfois, on reste dans des situations qui sont inconfortables parce que de manière très inconsciente et à cause de vécus qu'on a eus, on peut avoir l'impression qu'on mérite pas mieux et qu'on n'a pas le choix. Et donc, imaginez-vous si votre meilleure amie vous racontait ce qu'elle vit au travail, ce qu'elle vit dans son activité pro et que ça se passe pas bien. Est-ce que à cette meilleure amie, vous lui diriez pas qu'il faut absolument qu'elle parte et qu'elle change? Alors du coup, en conclusion, ce que je vais vous demander, c'est d'être votre propre meilleur ami et de suivre, s'il vous plaît, ce précepte. Si tu aimes ta vie, ose-la, sinon change-la. Merci beaucoup pour tout ça. Avec plaisir. Alors, il y a juste Alan qui avait mis tout à l'heure, et un métier d'enquêteur en gendarmerie. Je pense que c'était par rapport Qu'est-ce que tu peux au transposer? talent et tout ça, ce qu'il peut transposer, je pense. Bon, après, personnellement, dans ce côté-là, je vois le côté aller creuser, aller questionner, aller ce côté investigateur, finalement, qui peut vraiment servir dans la vie de tous les jours, hein. Moi, je vois trois choses là-dedans. C'est déjà, tu vois, le côté un peu psychologie où tu sais poser les bonnes questions pour atteindre, enfin pour résoudre l'enquête. J'ai déjà oublié les trois que je voulais dire, super. Donc le côté psychologie, le côté stratégie aussi, parce que je suppose que en fait tu peux pas dévoiler tes cartes tout de suite et que bah du coup tu t'avances un petit peu tes pions petit à petit, donc tu as forcément un peu une stratégie en tête que tu peux transposer après à d'autres choses. Et la troisième, c'était quoi? C'était le côté intuition, parce que en fait dans l'enquête il y a toujours des côtés extrêmement factuels pour avoir des preuves, mais je suis persuadée que quand on est enquêteur, on a aussi cette espèce d'intuition, cette espèce de ressenti où on se dit non, non, lui il ment, je sens qu'il y a un truc qui va pas et du coup je vais aller creuser le truc quoi. Donc pour moi il y a ces trois choses que tu peux vachement aller transposer après dans d'autres métiers derrière. Donc psychologie, stratégie et intuition. Merci. Puis le fait de rien lâcher aussi, je suppose, parce que à mon avis, Je pense, ouais. mm, Petit côté persévérance. ouais. Est-ce que tu avais fait le tour de tout ce que tu voulais nous partager ce soir? Oui, j'ai Ouais. fait le tour. Alors, si vous avez des questions, profitez-en, c'est maintenant. Avant qu'on finisse, allez-y. En attendant, je vais aller vous retrouver le programme pour le prochain coin du feu. Alors, ce sera lundi prochain de mémoire. Je vous vérifie ça tout de suite. C'est ça. Lundi prochain, 20h par contre, pas 18h. Et ce sera avec Virginie Petitjean et ce sera sur le Human Design, justement. Human Design et entrepreneuriat. Trop bien. Cool. Donc, ça va être aussi sympa. Et à la fin du mois, le dimanche 29, ce sera avec Charlotte et on va parler justement de l'importance de se faire accompagner en étant entrepreneur. Hmm.
Ouais, prendre de la hauteur de vue parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, enfin, quand tu es solopreneur, d'autant plus, Super tu important. enfin, solopreneur, non, c'est pas vrai, chef d'entreprise, je pense que je me sentais encore plus seule que Ah solopreneur parce bah, que ouais, non. Non, non, chef d'entreprise aussi, il faut vachement être accompagné, ouais. solopreneur, en fait, l'avantage, c'est que tu sais que tu es tout seul et du coup, tu vas plus facilement réseauter, tu vas plus facilement Mmh. sortir un peu et voir les gens. Le côté chef d'entreprise avec salarié, le truc, c'est que tes salariés, c'est pas avec eux que tu vas partager beaucoup, enfin certaines choses en tout Non. cas, je dirais. Mmh. Et du coup, tu as tendance ouais, à t'isoler, ouais, clairement. Clairement. Puis apporter toute la charge, enfin, tu vois, te dire qu'il faut, sortir, tant de chiffre d'affaires à la fin du mois pour payer tout le monde aussi, ça te fout une pression pas possible C'est pas et sous pareil. Ouais. pression, tu arrives pas à prendre de la hauteur, en fait. Mm. Donc voilà, on Solopreneur, part bon, ça bah, en tu free. toi à t'occuper, donc c'est déjà bien, mais c'est vrai que tu as moins la pression, tu ouais, c'est plus difficile d'être créatif et intuitif quand, tu voilà ce que je disais, hein, quand tu as du stress chronique et que du coup, ta partie du cerveau qui prend les décisions, elle est un peu, en souffrance, quoi. Mhm. Ah, il y a autre chose que je voulais vous dire en attendant aussi, c'est que je vais reprendre les émissions Connexion au cœur des entrepreneurs. Et là, c'est juste des petits parcours, enfin, des petits parcours, des plus petits formats, plus exactement, de parcours d'entrepreneurs. Ouais. Trop bien. Savoir vraiment, en fait, mettre en lumière un entrepreneur. Alors c'est vrai que quand les entrepreneurs ont une faculté de pouvoir répondre à d'autres entrepreneurs comme toi, bah, je fais intervenir sur Au coin du feu. Et j'avais fait l'année dernière aussi cette connexion au cœur des entrepreneurs où là, ceux qui n'avaient pas forcément ce côté à travailler en B2B, comme on appelle, et de pouvoir répondre à des problématiques d'entrepreneurs, j'avais fait ce petit format-là. Ça permettait de connaître la personne à travers son parcours et pas juste Hey, salut, je fais ça et achète-moi. Quoi. Enfin, et je trouvais Carrément, ça puis je beaucoup trouve plus intéressant. que ouais, puis les histoires d'entrepreneurs, c'est aussi, moi j'adore en fait écouter des podcasts de personnes qui sont en avance sur moi. Parce que du coup, tu vois, ça me permet aussi, tu sais, dans les moments de doute, de me rassurer, de me dire, bah, telle personne, en fait, elle a aussi pu connaître parfois des moments galères. Et puis, elle a essayé ça, puis ça a pas marché, puis elle a fait autrement. Et du coup, je trouve ça cool, en fait, d'avoir des histoires comme ça de personnes, bah, pour expliquer, en fait, un peu leur parcours et de dire par quoi elles sont passées. C'est toujours hyper inspirant. Mm. Et quand on entreprend, on a besoin parfois d'avoir ces moments de, allez, je me remotive là. C'est important. Mm. Alors, il y a Julie qui nous remercie. C'était très enrichissant et plein de tips faciles à mettre en place. Et Nathalie qui nous remercie aussi. Et les Merci autres ont dû beaucoup. s'endormir entre-temps, du coup. Ouais, j'essaye que vous puissiez avoir des Non, clés concrètes en fait pour franchement, avancer c'était aussi. top. Non, C'était merci top. beaucoup. Plein de petits tips et de Mm. questions qui permettent d'avancer. Ouais. Donc voilà, l'ikigai, c'est vraiment une micro-partie. Moi, je le fais faire avec beaucoup d'autres questions à mes clientes et puis après, je confronte avec un tirage de tarot pour voir ce que leur supraconscience dit de, de leur ikigai. Et puis, bah, je le couple aussi avec l'analyse du thème astral, l'analyse numérologique et puis plein d'autres outils d'accompagnement beaucoup plus classiques et pragmatiques. Parce que, comme je disais, j'aime bien les deux. Donc voilà, c'est une toute petite micro-partie, mais j'avais envie que vous puissiez aussi avoir des billes pour pouvoir cheminer tout seul ou bah, dans le réseau aussi de Damien que j'ai découvert cette semaine et qui est ouais, très bienveillant. Donc je vous recommande aussi d'aller rejoindre. C'est hyper bien quand on commence à entreprendre ou qu'on entreprend d'avoir des pairs en fait avec qui on peut échanger. Donc bah, merci pour ce que tu fais aussi Damien du coup. Bah écoute, avec plaisir. C'est vraiment un truc que j'ai voulu à mon image, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans l'authenticité, dans le partage. Quoi. C'est Mmh. ce que je trouvais pas ailleurs finalement. Pas assez à mon goût en tout cas. Et Ouais, là, je suis pas de content parce filtre. que tu es venu tester et en plus, j'étais pas là et tu as quand même été accueilli comme, euh, comme normal, quoi, hein, j'ai envie de dire. Carrément, puis pas de faux semblants en fait. C'est pas genre ouais, tout va bien, j'ai fait ci, ça et ça. C'est ouais, on dit les trucs qui vont bien, puis les choses aussi qui sont plus difficiles ou qu'on a envie de faire mais qu'on n'a pas encore mis en place. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Moi, j'ai beaucoup souffert dans le milieu quand j'étais chef d'entreprise de justement devoir beaucoup.
faire semblant sur plein de choses parce que dans les réseaux classiques, on va dire, tu vois, faut toujours un peu voilà, porter des masques et je trouve ça cool en fait de pouvoir être authentique et de pouvoir bah, montrer aussi les moments où ça va, mais aussi dire les moments où ça va pas. Et je trouve que c'est pas plombant pour les autres, au contraire, c'est rassurant de se dire ah bah ouais, bah c'est normal de vivre ça, quoi. Bah, Et aussi de c'est partager les victoires c'est aussi. complètement normal. On a tous des problématiques d'entrepreneurs. Je veux dire, c'est de faire fi de ça. J'ai envie de dire, c'est malsain. Mm, On est tous passés par là, on passe encore tous par là, parce qu'on a encore tous des galères d'entrepreneurs, et c'est normal. Et tant qu'à faire, si on peut aider à dire, tiens, bah, j'ai déjà vécu ça, moi je l'ai réglé comme ça, ou alors, bah, ça je l'ai pas vécu, mais bon, en faisant un peu de brainstorming, de dire, voilà, bah écoute, essaye de regarder cette piste-là ou cette piste-là. mm, C'est vraiment un espace de non-jugement, en fait, le réseau. C'est vraiment là complètement. Ton pour, réseau, oui. pour s'élever ensemble. Oui, oui, le mien, Mm, oui. ouais, ouais. Ceux, Non, belle ceux que découverte, j'ai fait c'était par le chouette. passé, non, j'ai pas trouvé ça, clairement. C'est pas... Bah oui, tu me disais que c'était pour Il y ça que avait tu beaucoup de avais faux créé semblants. le tien. Mm, Il y avait de la musique, tout ça, c'était super, ouais, génial. Et en fait, derrière, c'était vide, quoi. ouais. Donc Il y voilà, avait du pas coup, de comme piment, il y avait pas Damien qui a pas trouvé le réseau qui lui convenait, il a créé le sien, bah vous pareil, si vous créez votre propre activité aussi, votre propre métier qui vous fait vibrer, si vous trouvez pas ce qui vous plaît, faut pas hésiter à le créer soi-même, quoi. c'est ça, clairement. On n'est pas Mm. venu là pour. Pour Je vais le vivre dire une parce vie que bien. je suis toujours cash, on n'est pas venu là pour s'emmerder, voilà, tout C'est simplement. clair. Bon, bah Totalement écoutez, d'accord. on va vous laisser. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents et à ceux qui regarderont le replay. Et puis, on se revoit du coup lundi prochain à 20h. Ciao, ciao! Bye bye.